Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs belles réussites ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples, comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Billy, journaliste et présentateur télé. Originaire de Bressuire, dans les Deux-Sèvres, Vincent a toujours été attiré par l'information, l'actualité, le monde qui l'entoure, avec le rêve d'être présentateur de l'info sur France Inter. Vincent accède au monde radiophonique via une radio locale de Poitiers, Radio Accord, qui le mènera au Flash Info du journal. Vincent poussera les portes du centre de formation des journalistes, puis, après cette formation, il débarque à Châteauroux, trouve sa place sur France Bleu Berry, puis participe au lancement de la télé locale de Châteauroux, TLC. Il devient, plus tard, un pilier important de BIP TV comme présentateur de l'info. Par ailleurs, Vincent multiplie les activités pro ou associatives, qu'il soit animateur de colloques, de tables rondes ou formateur. On a parlé de culture générale, d'ouverture au monde, de l'information de proximité, mais on a évoqué également les réseaux sociaux, la boxe, le Berry ou l'abbé Pierre. Allez, je vous embarque à la découverte de Vincent Billy, un journaliste positivement local. Bienvenue Vincent sur Goodberry. Merci Stéphane, c'est un plaisir. Plaisir partagé en tout cas. Avant de parler de journalisme, je voudrais qu'on commence par le commencement. J'aimerais qu'on évoque ta jeunesse, moi. Comment tu la qualifierais ? Jeunesse plutôt privilégiée, je vais dire. Jeunesse, alors c'est pas une zone rurale, je suis originaire des Deux-Sèvres, une ville qui s'appelle Bressuire, et à laquelle je reste toujours attaché parce que c'est là où j'ai grandi. Famille nombreuse, famille heureuse, on est 4 frères. Voilà, je suis le petit dernier des 4 frangins. Voilà, on a grandi en effectuant évidemment, passé 18 ans, on sort de Bressuire parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités d'études. Et en général, on va sur Poitiers, on commence les études à Poitiers et chacun est parti dans des horizons un peu différents. Mais voilà, jeunesse plutôt, oui, agréable. Hein, mes parents étaient enseignants, tous les deux. Et donc, voilà, je n'ai jamais manqué de rien et j'ai eu une éducation plutôt réglo, plutôt stricte, mais sympa quand même, quoi. Pas turbulent ? J'étais pas turbulent, non, pas du tout. On avait plutôt intérêt à être bon à l'école, quand même, vis-à-vis des parents, c'était mieux. Mais non, pas vraiment turbulent, plutôt réservé. Ouais, justement, c'est assez étonnant. En prenant du recul, je dis, ouais, j'étais quand même assez timide à l'époque. Ça a changé maintenant. Depuis. Et tu as travaillé ce changement de timidité ? On le travaille malgré nous, mais c'est le choix d'orientation professionnelle, il a été naturel et spontané, il s'est fait comme ça et ça s'est construit au fur et à mesure où on prend de l'assurance, voilà, tout simplement, et on réfléchit pas. J'ai pas le sentiment d'avoir eu besoin de me faire violence. En tout cas, j'ai l'impression que c'est venu naturellement, quoi, en fait, et spontanément. D'accord. Tu as toujours voulu devenir journaliste ? Plus ou moins. Quand on est petit, on a toujours des rêves. Donc, c'était pompier ou cuisinier. Et puis, le journalisme, en fait, c'est tombé, on va dire presque. C'est pas un hasard. Un de mes oncles a été le directeur de Radio Accord à Poitiers. Il avait fondé une des premières radios associatives catholiques. Voilà, ça s'appelait comme ça. Avant que ça ne devienne aujourd'hui désormais dans le réseau RCF. Parallèlement, il y avait une petite radio locale sur Bressuire qui s'appelait News FM. Et on m'avait proposé de faire du pouce-bouton au départ, quoi. Donc voilà, bénévolement et tout ça. Après, on m'a donné un peu la responsabilité d'une émission où passait du jazz. Voilà, c'était rigolo. Et puis après, le permanent m'a proposé de travailler avec lui sur, on démarre un journal radio, et des petits flashs et tout ça. Et donc c'est né comme ça. J'ai fait mon stage de 3e, justement à Radio Accord à Poitiers avec mon oncle. Et puis j'ai quasiment pas quitté le truc, quoi, derrière. D'accord. T'avais quel rapport avec l'actualité ? On avait un rapport, c'est ce que je dis aujourd'hui avec le recul, ça fait un peu vieux con, mais qui était pas facile parce que nous, qu'est-ce qu'on avait comme référence ? C'était le journal La Grand-Messe de 20h. Et puis la radio, c'est pour ça aussi, parce que mon père écoutait le 13h et le 19h de France Inter. Et j'étais très attaché à aussi cette écoute qu'on devait avoir comme écoute active. Et voilà, mon père m'enseignait à bien écouter les informations, à bien retenir. Et c'est vrai que c'était les seuls moyens. On avait le journal, mais à l'époque, on lisait pas trop le journal. Et on n'avait pas Internet. Ouais. Donc on ne pouvait pas s'informer de la même manière que les jeunes qui veulent venir aujourd'hui journalistes s'informent.
Nous, quand on a des jeunes ici en stage, je dis, vous avez une chance énorme que nous, on n'avait pas à l'époque. Donc, on avait ce rapport un peu, on attendait l'information, alors qu'aujourd'hui, on va la chercher, on ne l'attend plus, finalement. D'accord. Ouais. Tes parents étaient toujours encouragés dans cette voie-là ? Ah oui, complètement. Ouais. Il n'y a pas eu de... Enfin, on était vraiment très libre, pour le coup, de ce qu'on voulait faire. Ouais. La difficulté a été, et heureusement, ils m'ont soutenu. Alors après, j'ai eu des opportunités, mais sorti du bac, les écoles de journalisme, il faut être clair, c'est un niveau d'exigence en culture générale que je rejoins ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'avait pas à l'époque à la sortie du bac. On manquait cruellement de maturité et d'ouverture sur le monde. Aujourd'hui, on l'a. Et donc le conseil, c'était de faire 2 années de fac, à l'époque des DOG. Donc voilà, c'était dans cette idée-là. Donc je suis parti là-dessus, je fais des sciences économiques. Et puis derrière, l'idée était de recandidater pour des écoles. Et en fait, j'ai eu une opportunité. Et donc après, je suis rentré en école et j'ai fait mes 2 ans, la dernière année en alternance avec le CFJ de Montpellier. C'est une très très belle école. Donc voilà comment ça s'était fait. Et oui, la motivation de se dire je suis en fac. Et là, les parents, ils ont été là aussi pour dire on tient le coup parce que voilà, c'est qu'une étape, quoi. Ouais. T'apprends quoi dans l'école du journalisme ? C'est assez concret quand même. Beaucoup de culture générale. Ça, c'est indispensable, beaucoup de culture générale. Et en fait, on apprend à comment aller chercher de l'information, comment la lire, comment la percevoir, comment la décrypter et comment la retranscrire derrière. En fait, ce que je retiens principalement, c'est une image. Et c'est celui qui m'a formé était un ancien rédacteur en chef de France Inter. C'est un mec vraiment brillant et génialissime. Et qui nous faisait notre métier selon le schéma actuel. 2 fois la Terre. Alors vous avez la Terre à gauche, ce qui se passe dans le monde. Et puis à droite, vous avez la Terre, ce que les gens doivent retenir de ce qui se passe sur la Terre. Et vous êtes au milieu, en gros. Donc vous avez une grosse responsabilité. C'est de traduire, de partager et d'expliquer ce qui se passe dans le monde au reste du monde. Et c'est vrai que l'image, elle est marrante. Et oui, on a une belle responsabilité. Je trouve que c'est comme ça que je le perçois. Et c'est comme ça qu'on nous apprend avec les différentes techniques qui sont des techniques spécialisées ou techniques particulières de la radio et de la télé. Je suis vraiment pas du tout attiré par la presse écrite. J'aime écrire. Pourtant, j'aime beaucoup écrire, mais pas du tout attiré par la presse écrite. Je suis aujourd'hui à la télé et c'est passionnant, mais la radio me manque un peu, parce que j'ai commencé en radio. La radio me manque un peu, parce que ce qu'on disait, on en parlait tout à l'heure en off, on doit faire passer des images par le son de sa voix, par la façon dont on fait l'intonation, par la façon dont on raconte quelque chose. Et ça, c'est génial. Pas plus beau projet dans la vie de dire je vais vous faire passer des images rien qu'avec le son de ma voix, quoi. Ouais. Il faut passer par une école de journalisme pour être journaliste ? Alors non, j'en ai l'expérience aujourd'hui parce que à Bip TV, dans l'équipe de journalistes, on est très peu en fait à sortir d'école de journalisme. Et je trouve cette complémentarité une vraie richesse pour une équipe parce que quand on sort pas du milieu du journalisme, on a une autre approche forcément. On a une autre approche, on a une autre sensibilité peut-être. Et je trouve que c'est totalement complémentaire. Aujourd'hui, malheureusement, ça peut fonctionner dans une télé locale comme la nôtre. Parce qu'on a une tolérance je veux dire, à ce niveau-là. Dans d'autres, on va dire, grands médias, une espèce de formatage presque indispensable. C'est la règle, voilà, parce qu'il faut un ton. Mais moi, je trouve que non, la preuve en est aujourd'hui, puisqu'on est plusieurs journalistes et que certains ne sortent pas d'école de journalisme. Mais moi, je trouve que c'est pas, voilà, c'est bien parce que ça ouvre à la culture générale et puis quelque part, ça donne les règles, les codes. T'as des modèles de grands journalistes ? Que ce soit politique ou sportif ou autre. Patrice Bertin, qui est un vieux journaliste, entre guillemets, un ancien journaliste de France Inter. Pour la petite anecdote, c'est lui qui a présidé le jury quand j'ai passé mon diplôme. Gilles Hervé, le responsable de la formation, a dit souvent on fait venir une personnalité, j'en ai pas, vous avez des idées. Et puis personne ne disait rien. Moi, je dis Patrice Bertin, il me dit ça me tombe bien, c'est un super copain à moi et tout ça. Je dis pourquoi ? Je dis parce que je l'écoute, il a une façon de faire passer son information qui me plaît beaucoup, voilà. Et quand il est arrivé, il m'a dit voilà, c'est quoi ton objectif dans la vie ? Je dis c'est prendre votre place. Et un jour, je présenterai le 19h d'un France Inter. Il me dit c'est bon, belle perspective et tout ça, quoi. Bon, malheureusement, j'ai choisi une autre voie. Enfin, pas une autre voie, mais les circonstances de la vie ont fait que j'ai pas fini à Paris. Voilà, Patrice Bertin. Il y a un autre journaliste qui m'a marqué, que j'aime beaucoup, que j'avais rencontré. C'est Henri Sagnier. J'avais rencontré à l'époque où j'étais assez jeune à Antenne 2. Il présentait le journal d'Antenne 2. Il avait
une façon ferme mais belle de présenter l'information. Et puis il y a un grand modèle pour moi qui est Alain Duhamel, quoi, parce que j'ai avalé ses bouquins et parce que voilà, lui et son histoire par rapport au débat de l'entre-deux tours des présidentielles, que c'est lui qui l'a créé, ce débat-là. Donc oui, ça reste un beau modèle, ouais, pour moi. Ouais. Plutôt politique, pour le coup. Plutôt politique. J'aime beaucoup la politique, j'aime beaucoup l'économie. C'est un peu les deux secteurs dans lesquels je m'amuse un peu plus, entre guillemets, dans le journalisme, quoi. Donc à la sortie de l'école, comment ça se passe ? Comme j'avais une alternance toujours à Radio Accord à Poitiers, j'ai continué. Ouais. Voilà, j'ai continué, c'était passionnant. Et puis les circonstances de la vie ont fait que j'ai rencontré quelqu'un sur Châteauroux et que je suis venu à Châteauroux complètement par hasard. Au départ, on se dit par amour, mais en fait par hasard. Et j'avais un ami qui était en radio avant sur Bressuire et qui était animateur à France Bleu Berry, qui m'a fait rencontrer le rédacteur en chef. Et j'ai commencé à faire des permanences de week-end, en fait, sur France Bleu Berry. Donc je travaillais la semaine à Poitiers, je venais le week-end à Châteauroux, je faisais les permanences. Et puis après, il y a eu l'opportunité de la création de la télé locale de Châteauroux, TLC, à l'origine. Et j'ai rencontré le directeur. Et voilà, je faisais partie des heureux élus pour le lancement de cette chaîne de télé. Donc, découverte de la télé, je partais à l'aventure. Et puis finalement, voilà, aujourd'hui, ça fait 23 ans maintenant que je suis dans le Berry. Donc, un peu comme toi, t'es pas berrichon. Arrivé en 98, 98, c'est pareil, aussi, ouais. Même année. Et aujourd'hui, on se considère un peu forcément berrichon, quoi. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui change le plus entre la radio et la télé ? C'est justement le fait qu'on n'ait pas besoin de faire passer des images avec le son de sa voix, parce que les images, on les a déjà. Ce qui change, je vais peut-être aborder d'abord le côté négatif. Souvent, on est trop absorbé par les images. Petite anecdote, avec mes anciens collègues de TLC, je leur ai montré 2 fois un reportage, je savais que les images allaient les faire réagir. Sauf que dedans, dans le commentaire, en fait, j'ai gardé le ton du commentaire classique du journaliste, sauf que j'avais sorti de gros mots, de conneries, voilà. Et ils regardent le truc et ils étaient tellement absorbés par les images qu'ils n'ont pas entendu la grosse connerie que j'avais racontée dans les commentaires. Je dis maintenant, vous n'allez pas, à la fin du reportage, je dis maintenant, vous n'allez pas le regarder, vous allez l'écouter. Et je dis, c'est un autre. Non, c'est pas un autre, c'est le même. Sauf que, voilà. Et j'avais fait cette expérience-là. Et c'était un petit peu le côté décevant du truc en disant, maintenant, justement, ça me renforce dans l'idée que, malgré tout, j'insiste beaucoup sur la qualité du son, sur l'histoire qu'on va raconter. L'image vient en plus par-dessus. Le côté très positif de la télévision, et notamment en local, c'est que les gens aiment se voir, se dire... comment dire ? Quand la télé vient sur un événement, c'est déjà un événement, en fait. Oui. Voilà. Et pour les gens, c'est « Waouh, la télé, elle est venue à nous jouer ». Il y a les petites équipes de foot de départementales qui reçoivent l'équipe des sports pour un match de coupe. Ils sont aux anges, quoi. Ils disent « c'est la classe, on a la télé, quoi ». Donc c'est ce côté-là qui est vraiment assez sympa et pour lequel on a une exigence et un niveau d'exigence à avoir, forcément. Pour finir avec les études, quel serait d'après toi l'enseignement le plus important que tu aies reçu ? S'ouvrir à tout, c'est-à-dire être curieux de tout, et c'est pas parce que a priori ou le sport ou la culture ça t'intéresse pas qu'il faut pas s'y intéresser. Au contraire, culture générale, c'est le mot principal pour être journaliste. Quel que soit, je dirais, le cursus qu'on fait, c'est de s'ouvrir à tout ce qui nous entoure dans le monde, que ce soit en local, en international, en national. Et je pense que c'est vraiment une base d'abord de bien apprendre à connaître les gens, de tolérance quelque part. Et puis, pour bien comprendre le monde, je pense qu'il faut comprendre toutes ses composantes. Et il n'y a pas un secteur qui doit être plus important qu'un autre. La culture, elle est aussi importante que le sport. L'économie est aussi importante que la politique ou que le social, évidemment. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Moi, c'est le maître mot, de toute façon, en général. C'est culture générale à fond. Comment tu te documentes ? Qu'est-ce que tu écoutes ? Qu'est-ce que tu lis ? Je dirais notre rythme... Enfin, en tout cas, mon rythme m'empêche, entre guillemets, pour l'instant, de prendre le temps de bien bouquiner correctement. Voilà, c'est le regret que j'ai. En fait, c'est des opportunités qui vont faire que, tiens, je vais lire une revue, tiens, je vais lire... voilà, c'est... après, prendre le temps de se plonger dans un bouquin, c'est un peu plus compliqué. Mais les sources d'inspiration et d'information, elles sont tellement multiples. Internet, merci Google. Franchement, aujourd'hui, comment on ferait sans ça ? On faisait ça. Comment on faisait ? Et bien justement, comment j'ai démarré il y a 20 ans ? On demandait un peu plus d'éléments. Non, c'est l'écoute.
Très concrètement, par exemple, pour préparer des entretiens ou pour préparer des animations que je fais aussi à côté, c'est de l'échange, quoi. C'est du contact, c'est de l'échange. On partage, on fait parler à toute simplicité. Derrière, on prend des notes et puis on essaye de, au bout d'un moment, prendre du recul. Quelles questions j'ai à poser, quelles questions je pourrais poser, en essayant d'être un peu original aussi. On a la chance de côtoyer, par exemple, des chanteurs, des stars, sur un festival comme Dark. On se dit, le gars, il fait 25 000 interviews dans l'année. Il y a toujours les mêmes questions. Quand tu regardes les interviews, justement, sur le net, c'est pas très original. Mais qu'est-ce que je vais lui poser, moi, comme question originale ? Donc, ça nécessite quand même un petit peu de réflexion aussi. Donc, il y a de la documentation. Excuse-moi, je te coupe. Tu as un exemple de questions originales ? je démarre, ça m'avait marqué parce que j'avais un stagiaire qui me dit mais c'est génial, toi, début d'interview. Je dis mais comment ça va ? Et sinon, comment ça va ? Et partir sur un truc très, très basique, quoi, très humain. J'aime pas arriver, c'est alors bonjour. Vous avez déclaré machin. Qu'en pensez-vous ? Ça, je pense que les mecs, ils en ont plein le lot d'avoir ce genre de questions. Donc, je préfère quelque chose de beaucoup plus humain, une approche beaucoup plus spontanée. Tu penses que c'est ta marque de fabrique, ça ? Je pense, clairement. Ouais. C'est-à-dire que très souvent, je fais une interview, je vais avoir un document, je vais avoir des papiers parce que je vais avoir une série de questions. Et puis, au final, des fois, j'en pose une sur les 22 que j'ai prévues. Le principe, c'est d'avoir une écoute, quoi. C'est d'être réactif et d'avoir une écoute par rapport à ce qu'on vous raconte. Quand je suis en animation ou en table ronde, c'est exactement la même chose. On prévoit des choses, puis après, le débat, il part finalement dans une autre direction, ou tiens, il aborde une idée, tiens, qui m'en amène une autre. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est être concentré sur la personne pour de la réactivité, en disant, tiens, justement, il me parle de ça, ça peut faire un enchaînement logique sur autre chose, etc. Alors que vous aviez prévu complètement autre chose au départ, quoi. Un autre plan, un autre truc, quoi. Tu pourrais nous parler de ces tables rondes ? Ça, c'est quelque chose qui est venu il y a un petit moment, en fait. On m'avait sollicité pour refaire une remise de diplôme. Ouais. Voilà. Et puis, sur un CFA. Et j'ai trouvé le truc un peu sympa. Et puis au fil du temps, on fait quelques animations comme ça, parce que on est demandé. Et aujourd'hui, c'est un vrai plus, moi, qui est complètement différent, mais dont j'ai besoin, humainement et psychologiquement. On sort du domaine télé et on est plus dans quelque chose où on doit faire attention à un autre public qui, lui, est présent, qui n'est pas derrière un écran de télévision ou derrière une radio, mais qui est vraiment présent. Et puis des gens qui sont là à échanger, à travailler, à parler, à évoquer un peu leur projet. Et c'est une autre approche, une autre style de préparation. Mais ce qui est passionnant, c'est... en fait, je suis avide d'infos, des fois, je suis amené à travailler sur des sujets. J'ai animé un séminaire de la protection sociale des travailleurs indépendants, un truc complètement improbable, hyper spécialisé. Il faut y passer du temps. Hein, par contre, c'est énormément de temps. Là aussi, beaucoup d'échanges en disant voilà, c'est quoi ce sigle, c'est quoi ça, etc. Et puis derrière, on s'intéresse aussi à ce qui fait le quotidien de plein de gens. Je trouve ça intéressant, je trouve ça passionnant. Découvrir. On n'a jamais fini de découvrir et je crois que c'est un peu ça qui me guide un peu là-dedans aussi, quoi. Donc, super. On te reconnaît, toi, dans la rue ? Oui. En fait, déjà, c'est une petite... on est dans un petit territoire. J'ai la chance, le privilège de faire un super métier qui me permet de connaître plein de gens, évidemment, sur le territoire. Et puis, comme j'aime pas du tout les gens, que je suis pas du tout sociable, évidemment, on se reconnaît, évidemment. Et après, oui, c'est assez rigolo, des fois, des gens, c'est le monsieur de la télé. Ouais. Donc, alors, c'est pas tous les jours, et puis voilà. Mais c'est plutôt sympa, et je suis toujours un peu gêné, et en même temps, je dis merci, parce que c'est bon signe, ça veut dire que vous regardez, donc, quelque part, on intéresse un peu. Ah ouais, je le regarde tous les soirs, tout ça, machin. Donc, voilà. Même une dame qui m'a voulu me prendre en photo dans un supermarché une fois, je me dis, c'est trop la classe. Avec tes pattes ? Ouais, non, on est juste dans le rayon des PQ, mais mais c'est pas grave. Une belle anecdote, ça aussi. Ok. Tu te souviens de ton arrivée dans le Berry ? Oui. Les premières impressions, c'est quoi ? Premières impressions, un bureau de tabac que je citerai pas, et j'ai dit, oh là là, les gens ils sont bizarres, ils vous regardent d'un œil du genre vous n'êtes pas d'ici, donc vous êtes un nouveau, vous êtes qui, voilà, c'était un peu l'impression que j'avais eue. Alors surtout peut-être très influencé aussi parce qu'on m'a dit, j'étais à Poitiers avant, et ce qu'on me disait, tu vas dans le Berry, tu vas voir le berrichon, un peu rustre, un peu sauvage, etc. Et en fait très vite,
Après, effectivement, mon ami est aussi commerçant, donc en fait, il y a eu des connaissances qui se sont faites très rapidement, une intégration qui s'est faite très très rapidement, et des relations qui sont beaucoup plus durables. Et en fait, si je peux comparer aujourd'hui le Berry par rapport à une grande ville comme Poitiers, c'est que Poitiers est une ville très étudiante, et que bien souvent les gens ils se disent voilà, les étudiants ils sont là pour un temps donné, donc on va pas faire forcément des relations qui sont durables. Aujourd'hui, dans le Berry, une fois que vous avez mis le pied dans un réseau ou dans un autre, on vous dit bienvenue. Enfin, moi, je suis le premier à dire bienvenue. Et on va vous accompagner, on va vous aider. Aujourd'hui, j'ai des relations amicales qui sont très, très fortes que je n'ai plus du tout à Poitiers, par exemple. Que je n'aurais pas gardé parce que voilà, les circonstances ont fait que, quoi. Mais l'image du Berry, tu m'as posé la question, j'espère avoir répondu. Mais l'image un peu, voilà, un étranger. Tu te souviens de ta première interview ? Premier reportage, j'avais été faire l'ouverture de la crèche La Bulle Rose à Châteauroux. Ça, je me rappelle de ça. Ça devait être mon premier reportage, donc ma première interview télé pour le coup, parce que c'était à la télévision Châteauroux, donc c'était ça. Radio, non, j'ai pas vraiment de souvenirs. J'ai un problème de mémoire. Mais pour de vrai, hein. J'ai tendance à vider un peu la disquette régulièrement, comme on dit, et ce qui fait que je peine avec des prénoms, je peine avec des infos, et ça m'embête un peu parce que ça me joue des tours. Donc je vais avoir une mémoire assez immédiate, assez bonne, mais j'aimerais bien apprendre à travailler cette longue. Après, on a tellement de choses dans la tête aussi, peut-être que voilà, j'arrive pas à faire le tri comme il faut. Et sur BIP TV, il y a une rédaction. On est une rédaction, en tout on est une quinzaine de personnes. On est à peu près 7 journalistes, où pour le coup, on n'a pas de spécialité. On est ce qu'on appelle de l'actualité générale. Donc, on doit être amené à aller sur le terrain et à travailler sur tous les sujets, que ce soit des sujets d'ordre social, économique, sportif, culturel. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est riche, justement. Ça nous permet d'avoir une variété. Évidemment, il y a des affinités. Donc j'ai une collègue qui va s'occuper davantage des émissions culture, un autre qui va faire davantage des reportages, évidemment. Il y a une équipe des sports, par contre, dédiée. Le sport est ce que j'ai découvert dans l'Inde, en fait. Le sport est très présent dans le département. On a toutes les disciplines, avec des super gens, des super athlètes, en tout cas des belles expériences. Et le sport est vraiment un truc à part entière chez nous. Il y a 4 émissions que mène Laurent, donc ça c'est assez chouette. Mais on a une équipe très complémentaire. Et c'est toi qui choisis tes sujets ? Non, enfin, on peut être force de proposition, évidemment. Après, des fois, il y a l'actualité, il y a ça, qui c'est qui est disponible, c'est toi, t'y vas, quoi. Voilà. Après, il y a une rédaction en chef qui détermine, et puis à un moment donné, on est obligé de faire des choix, justement, parce que il se passe beaucoup de choses, et on n'est pas à 15, on est juste 6-7, donc notamment le week-end. On a des permanences, mais il y a des fois, on est obligé de faire des choix, parce qu'on peut pas être partout en même temps. Et la télé, ça te prend du temps, justement, par rapport à la radio, parce qu'il faut faire des images, il faut passer beaucoup plus de temps sur le terrain, passer des fois 2 heures, 3 heures, et puis derrière, c'est du montage, c'est 3 heures, 4 heures pour faire du montage. Oui, c'est, oui. Sur un sujet de... Sur un sujet de 2-3 minutes, quoi. Je dis souvent, j'ai des gens que c'est pas très rentable comme métier, parce que c'est 2 minutes, c'est une journée, une personne. Ouais. Ah oui. Alors quand on est sur le reportage, après, en plateau, on fait plus efficace, mais oui, par contre, la valeur ajoutée, c'est que on a un vrai produit. Voilà. Comment ça vit financièrement, BIP TV ? Parce qu'il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de publicité. C'est une volonté de l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun. En fait, on est intégré dans cet établissement public qui gère également les autres sites culturels de la ville, donc le centre culturel Albert Camus, la boîte à musique, les musées, les cinémas, le centre de congrès, etc., la médiathèque. Et on fait partie de cette entité qui permet d'avoir un tour de table financier assez large. Et donc Issoudun, évidemment, est majoritaire dans le tour de table. Mais derrière, on est aidé sur des plans pluriannuels par la région, le département, l'agglomération de Châteauroux, d'autres agglomérations, d'autres communes. Mais la volonté était de dire on doit pouvoir faire vivre et on doit pouvoir faire fonctionner une télévision locale, en gros 2 services publics, c'est-à-dire sans faire de publicité. Et ça marche. Mais on est les seuls en France. Sur ce modèle économique-là, on est les seuls en France. Quel est l'avenir, à ton avis, des chaînes locales ? Alors, j'avais lu que BFM TV, par exemple, allait multiplier des relais locaux, parce qu'ils pensent que c'est l'avenir de la télé. L'arrivée de la télé locale alors c'est arrivé avec l'avènement de la TNT, donc la télévision numérique terrestre, avec la multiplication des canaux. On est passé de 6 chaînes à 36 chaînes du jour au lendemain.
Donc voilà, des grands groupes s'en sont saisis pour créer de nouvelles chaînes nationales. Et en même temps, il y a eu la possibilité d'ouvrir les canaux de diffusion hertziens à des chaînes locales. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne voulait pas faire la même bêtise qu'avec la radio en disant bon, allez-y, on ouvre les antennes, etc. La radio locale, libre, on se souvient comment ça a démarré dans les années 80, j'en ai fait partie, pour le coup, je faisais de ça. Mais ça s'est très vite essoufflé parce que des grands groupes ont racheté les fréquences et puis que financièrement, au début, les collectivités ont dit on aide, c'est vachement bien, ça nous fait une façon de nous montrer. Puis après, elle prenait davantage d'autonomie. Donc elle dit on est moins. Donc ils ont arrêté les financements. Donc c'est pour ça. Ils voulaient quelque chose de plus strict. Donc pour monter un projet de télé locale, fallait être blindé, quoi. Vraiment un vrai projet, et économique, et éditorial, et voilà. Et ça a marché tout de suite. C'est-à-dire que il y a eu un engouement énorme de la part des téléspectateurs. Et si on prend la proportion sur le potentiel de diffusion, alors aujourd'hui c'est différent avec la diffusion sur les box. Mais aujourd'hui, si on ne prend que la diffusion TNT, au départ, proportionnellement, les télés locales faisaient plus de part d'audience que des chaînes comme TF1 ou France 2, quoi. Parce que proportionnellement, les gens des territoires se sont dit c'est chouette, on regarde la télé locale, quoi. Donc il y a eu ce réflexe-là. Et en proportion, on regarde plus la télé locale que TF1. Donc il y a eu cette peur un peu de la part des grands groupes. C'est pour ça que BFM, et notamment au niveau de l'info. Et preuve en est, l'attachement aux régions qu'a France 3, aux régions et au local, donc sous-région, on va dire, est toujours très fort de la part des téléspectateurs. Et ça prouve bien qu'il y a un vrai besoin d'information de proximité. Donc il y aura toujours besoin. Maintenant, ce qui fait défaut, c'est quoi l'avenir pour répondre à ta question ? C'est le modèle économique. La crise de 2011, 2010-2011, a fait fermer énormément de télé locales indépendantes. Le paysage, il s'est réduit en l'espace de 10 ans. C'est triste. Nous, ça nous fait suer parce qu'on a des amis de télé locales qu'on rencontrait qui n'existent plus maintenant parce que c'est difficile, évidemment, de toucher, de continuer à avoir, parce que la crise, elle a touché les collectivités après. Donc, ceux qui avaient du financement mixte, les collectivités, elles ont dû réduire leur budget en même temps que les entreprises qui faisaient de la pub. Donc, c'est un peu dommage. Donc, ce qui va pêcher, en tout cas, l'avenir, il peut y en avoir. Ce qui va être le frein, ça va être le modèle économique, le financement. Mais c'est un vrai service public. C'est pour ça que la volonté politique ici à BIP, elle est chouette. Parce que tant qu'il y aura la volonté politique de dire on considère que c'est un service public d'information, ça durera, quoi. Quel est ton meilleur souvenir professionnel ? J'aurais dû réfléchir à toutes ces questions évidemment avant. Mon meilleur souvenir, j'en ai plein. J'en sais rien, qu'est-ce qui va me venir ? Récemment de retransmettre en direct un combat de boxe, les 2 combats de boxe professionnels de Thomas Foire et de Victoire Pitot à Châteauroux et à Saint-Maur, parce qu'on était en plein confinement. Donc les galas devaient se tenir à huis clos, mais les sportifs, eux, il fallait mettre en jeu les ceintures internationales. Et donc c'est cette aventure d'équipe géniale où on débarque la veille pour installer 7-8 caméras, une régie son, une régie lumière. Parce qu'il était retransmis ? Ouais, on le retransmettait en direct sur BIP TV, les 2 fois. C'est super chouette comme aventure. Ils sont 2 un samedi soir et c'est magique, quoi. Plus ceux qui gèrent les réseaux sociaux derrière. On était, je crois, 17 ou 18. Parce qu'il faut imaginer un combat qui va durer, une soirée qui va durer 1 heure à peine. C'est presque 18 personnes ou 20 personnes, je crois qu'il faut en tout. Ça, on se rend pas compte comme ça. De la préparation, ça c'est des vrais beaux moments, quoi. Et qui est-ce qui commente ? Alors c'était Laurent Forta, évidemment. Quand je dis évidemment, oui, parce que c'est le responsable des sports, c'est lui le pro, qui a été avec des consultants. Donc il y avait eu Yohan Brar, donc à la Ziaco, qui en fait a été boxeur. Tu vois, je te disais le problème de mémoire. Avec notre figure de proue du Boxing Club d'Issoudun, ça va me revenir. Melvin Moreau, bien sûr. Et puis, il avait, et puis Dominique Mamalé, qui est notre consultant. Et moi, j'étais sur le ring, parce que c'est speaker du gala. Donc, ça fait 2-3 années que je speaker sur le gala de boxe. Et c'est pareil, c'est de nouvelles aventures. Quand on me dit, tiens, tu vas animer le gala de boxe, je dis, j'y connais rien. Ouais, t'inquiète, ça va le faire, je vais t'apprendre. Je dis, mais j'ai pas le ton. C'est pas grave, ce qu'on veut, c'est justement le ton que toi tu as. Donc, Et comment tu l'as travaillé, ça m'intéresse ? Je l'ai pas travaillé, simplement, on a
faut laisser place à la spontanéité. Il me faut des infos. Donc il y a des règles à apprendre. Hein. C'est que t'apprends très très vite du coup, parce que en général c'est 15 jours avant qu'on nous demande ça. Donc t'apprends très vite l'essentiel des règles de la boxe, qui sont hyper compliquées. Oui. Donc en fait t'apprends rien du tout. Mais quelques règles, quelques notions de niveau, qui sont les gens. Et puis c'est un milieu qui est très particulier. Donc là, un nouveau speaker, on voit arriver d'un œil, c'est qui lui, quoi. Donc il y avait cette espèce d'approche un peu méfiante, mais qui était rigolote. Excuse-moi, t'as regardé d'autres speakers Non, justement, pas se laisser influencer là-dessus. Mais par contre, c'est quoi des infos sur les boxeurs. Donc le palmarès, etc. Puis après, tu présentes ton truc, un peu comme tu le sens. J'ai dit, si tu me demandes de le faire comme je le sens, je le fais comme je le sens. Et puis, ça s'est bien passé. Donc, c'est comme pour Dark, hein, quand je fais le maître loyal, on va dire, sur le festival Dark. Je n'ai pas une culture musicale extraordinaire. Je ne suis pas un animateur de foire, je déteste ça. Donc, quand tu te retrouves devant 7000 personnes, ou 200 personnes, parce que ça dépend des concerts, en fait, tu t'apportes ta sensibilité, quoi, tout simplement. Le but du jeu, c'est d'apporter de l'info, et puis c'est toi. Ce que je dis, moi, je forme aussi les gens à la prise de parole en public. Je leur dis surtout, règle numéro 1, qui est toujours la règle de base, soyez vous-même. Ne cherchez pas à créer un autre personnage, parce que vous ne le tiendrez pas, quoi. À part les grands comédiens de théâtre, vous ne le tiendrez pas. Donc soyez vous-même, laissez place à la spontanéité, puis ça marchera. T'as des petits trucs ou des petites marottes avant de rentrer comme ça sur une scène devant 7000 personnes ? Oui, je me colle du stress, parce que des fois, j'en ai pas assez. Alors, c'est pas du stress, ce qu'on appelle, c'est du trac. Parce que le stress, c'est une maladie. Mais des fois, avec une certaine forme d'habitude, comme ici, tous les jours, à Bip TV, quand on présente le journal, quand j'ai un invité, une espèce de routine, entre guillemets. Bon, on vient sur le plateau, moi, je continue mon truc, etc. Sauf que des fois, ça nous fait manquer de concentration. Et ça nous fait bafouiller, c'est parce qu'on n'est pas dedans. Et parce qu'à un moment donné, on se rend compte que mais il y a des gens qui écoutent et il y a des gens qui regardent. Donc on a une exigence, on doit garder un niveau d'exigence qui est hyper important. Les interviews, on ne les fait pas pour soi, on les fait pour les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentif. Et la petite marotte, par exemple, quand on monte sur scène, c'est de me coller du trac. Ouais. Donc je me renferme pendant une demi-heure et je m'auto-mets de la pression. Tu te mets en danger, en fait. Je me mets en danger. Je me mets de la pression en essayant de me faire comprendre à mon subconscient que le moment, il est hyper important, que c'est flippant, que c'est comme quand tu vas passer un entretien d'embauche, par exemple, ou voilà. Donc c'est pas le plus évident, mais par contre ça fonctionne parce qu'en fait le trac crée une espèce on le sent très vite, hein, un petit palpitement du cœur et tout ça. Le trac crée une adrénaline qui renforce la concentration. Ça, c'est scientifique, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais c'est scientifique. Et pour le coup, ça marche pour moi, en tout cas. Ouais, t'as besoin de ça, en tout cas. J'ai besoin de ça, clairement. Alors, c'est une question un peu bizarre, mais est-ce qu'à ton avis, de l'improvisation, ça se travaille ? Évidemment. Je suis très mauvais improvisateur. Je vais être réactif sur un échange, sur un débat, parce que je vais essayer de me concentrer sur... Mais moi, argumenter... Ça m'a toujours fait peur de me lancer dans le théâtre d'improvisation. Mais par contre, j'en aurais besoin, je pense. Enfin, ça me tente, oui, parce que je trouve ça magique d'avoir une super répartie et de pouvoir... j'en ai un peu, mais l'improvisation, oui, pour répondre à ta question, pour moi, oui, ça se travaille. Je pense qu'on peut avoir des dons, c'est quelque chose d'inné, mais ça se travaille. Moi, j'ai mes deux neveux qui font du théâtre d'impro. C'est juste génial de les voir, c'est magique, quoi. Enfin, à 18 ans, 20 ans, faire des trucs comme ça, je me dis, mais ouais, s'il y a des trucs, c'est inné, je pense. Hein, mais... T'as déjà eu des trous noirs ? Pas des trous noirs, mais tu vois ce que je veux dire, Des blancs, au contraire, qui sont plutôt des blancs. Ouais, ça arrive. Ça arrive en grand moment de solitude. C'est pas arrivé souvent. Ici, en plateau, à Bip, ça a dû m'arriver une ou deux fois, où je me souviens plus du tout avec qui. Et là, on se dit, merde, mais en fait, c'est qui que j'ai en face de moi ? C'est qui que je suis... Enfin, voilà. Ah ouais. Mais là, c'est un truc qui vous arrive, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et là, on est paumé, quoi, comme si on venait de se réveiller. Et là, complètement perdu dans le truc. Alors, par chance, on fait pas du direct, donc on reprend. Mais c'est la honte, quoi. C'est carrément la honte. En prestation publique, ça m'est très rarement arrivé. Où on pose une fausse mauvaise question. On se dit, putain, je suis pas dedans. En fait, c'est pas du tout ça. Donc, faut essayer de relancer sur autre chose. Dans ces cas-là, on joue sur l'autodérision. Et on n'hésite pas à s'auto-flageller en public en disant
Voilà, je suis vraiment nul aujourd'hui. Enfin, voilà. Ouais. Et il y a besoin forcément d'avoir d'autodérision. Il faut arrêter de se prendre melon. C'est pas du tout mon truc, quoi. En étant présentateur télé, tu penses qu'il y a ce danger-là de prendre un peu la grosse tête? En tout cas, en local, non. Enfin, ou alors faudrait vraiment avoir un ego surdimensionné. C'est pas du tout mon cas. Ça pourrait, ouais, ça pourrait. Je sais pas. Mais je pense que ça serait. Enfin, ça veut dire qu'on n'a pas choisi le bon métier, clairement. Okay. Je pense, pour faire ce métier, il faut aimer les gens, simplement à la base. Si t'aimes les gens, tu peux pas avoir la grosse tête. Après, c'est la notoriété qui fait que. Je veux dire, je donne un exemple. On a beaucoup bavé, entre guillemets, pour reprendre l'expression du baveux en argot journaliste, sur Jean-Pierre Pernaut, pour l'avoir rencontré une ou deux fois. C'est un mec qui a en dehors de son JT, que tu le vois comme ça, il peut paraître froid, quoi, un peu même désagréable, des fois, une expérience. Alors que, voilà, on aime ou on n'aime pas. Pour moi, Jean-Pierre Pernaut a été l'un des inventeurs de la télé locale. Il faut lui rendre ce qu'il a fait. Clairement, son journal local, enfin, voilà, pourquoi il a eu tant de succès? Parce que quelque part, il a trouvé un créneau, quoi. Oui, ça parlait des gens, en plus. Ça parle à des gens. Est-ce que tu as eu des problèmes techniques? Ouais, ça toujours, plein de fois. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment tu t'en es sorti. Ouais, sur une inauguration, j'avais plus de batterie, donc heureusement, il y avait les copains de France 3 qui étaient là, et c'est eux qui m'ont dépanné d'une batterie. Pareil, là, c'était il y a longtemps aussi, sur un match de foot, Châteauroux, Coupe de l'UEFA, après avoir été en finale de la Coupe de France, donc 2004, waouh, ça remonte, où il y a eu un but marqué de Châteauroux, le seul que j'ai pas pu avoir. Au secours, hein, donc on se prête l'image, on se prête la bande, quoi. Donc ça, merci beaucoup les copains. Et pourquoi c'est un problème de batterie? Non, j'ai pas appuyé sur le bouton au bon moment. Et après, on s'en rend compte, on panique, on s'auto-engueule en fait. Hein. On a un truc qui nous arrive régulièrement, qui s'appelle le tourne-pas-tourne. Alors le tourne-pas-tourne, c'est t'appuies sur REC au moment où il faut pas en fait. C'est-à-dire, voilà, t'appuies sur REC au moment où t'as fini le plan, et tu rappuies sur REC au moment où tu veux commencer le plan. Donc c'est-à-dire que en fait, t'as tous les changements de plan, mais pas le plan. Voilà. Ça m'est arrivé 99, donc c'était mes tout débuts à la télé, donc forcément l'erreur du débutant. L'abbé Pierre qui vient au centre Emmaüs à Déol, et j'ai l'installation où ça bouge dans tous les sens, et au moment du début de l'interview, j'appuyais sur REC, sauf que j'ai pas enregistré, donc j'avais pas l'interview de l'abbé Pierre, le truc, voilà. Et tu te rends compte en général quand tu arrives au studio, et là les murs ils tremblent en général, tu hurles en disant mais quel con. Et après d'autres problèmes techniques, quand c'est en direct, après quand c'est en faux direct, c'est pas très très grave. Il peut y avoir des petites pannes. Non, la petite anecdote, c'est sur Dark, pas de micro, mais ils ont coupé tout. Alors on ne sait pas pourquoi ça s'est passé. Et c'était Axel Bauer. Et donc il y avait 5000 personnes. Et donc tu peux essayer de t'égosiller comme tu veux, personne ne t'entendra, quoi. Donc les gens rigolent, hein, ça te fout un peu de ta gueule. Et puis tu fais 2-3 gestes rigolos. Et puis tu le prends avec philosophie, voilà. Et puis tu vas pas derrière à gueuler sur l'équipe technique parce qu'ils l'ont pas fait exprès, quoi. Ils savent pas d'où ça vient, donc tu gueules pas. Les pauvres, désolé, quoi. Alors ils sont désolés pour toi parce que c'est toi qui passes pour un con, mais c'est pas, justement, faut le prendre avec philosophie, avec dérision, quoi. Ouais. C'est pas drôle. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'informent qu'avec les réseaux sociaux. Quelle est ton approche, toi? Ça fait partie des messages que nous, on est censé faire passer en tant que journaliste formé et avec une carte de presse. C'est de dire attention, quoi. Nous, on les utilise, clairement. Moi à mon bureau, l'ordinateur de bureau, ils sont ouverts, Facebook, Twitter, Instagram. En fait, c'est une veille d'information. Parce qu'il y a une immédiateté. Qui n'existe pas que la presse. Voilà, avant on écoutait France Info, on écoutait BFM, mais pour l'info locale, c'est pas France Info et BFM qui va me la donner, mais plus via les réseaux sociaux. Après on va vérifier, mais ça ne peut être qu'une veille en tout cas. Et je ne sais, on l'explique pas, cette notion de pourquoi il y a cette défiance aujourd'hui d'une grande partie de la population vis-à-vis des médias traditionnels. On nous ment, vous nous racontez que des conneries, machin. Les journalistes ont été pris à partie. Gilets jaunes, moi j'ai été pris à partie sur une manifestation à Bourges, ouais.
On se fait une insulte. Tu fais comment? Tu rigoles, tu lui mets une grande baffe dans la gueule ou tu dis rien parce que tu laisses passer le truc. Mais le discours, c'était de dire ouais, vous allez dire que ça marche pas les gilets jaunes. Regardez le nombre qu'on est. En gros, t'es le même connard que les autres, quoi. Enfin bref. Et les gens comprennent pas qu'en fait ils ont aussi besoin de nous parce qu'on est quand même là pour relater l'information. Mais très concrètement, cette manifestation, c'est la première grande manifestation en province des gilets jaunes. Ils avaient choisi Bourges. Ah oui, parce que c'est au centre de la France. Voilà. Oui, je me rappelle. Moi, je traite le début, donc tu y vas au début, et puis tu vas interroger des gens qui vont faire part de leur vrai malaise de fin de mois, de difficultés qui sont des difficultés réelles, quoi. Donc, oui, quelque part, il y a une légitimité à manifester et à montrer que voilà, c'est plus possible. Donc, c'est ça qu'on raconte. Et quand ça commence à dégénérer, moi je me barre, parce qu'évidemment, t'as eu peur? J'ai pas eu peur, mais c'était tendu quand même au moment. En fait, ce qui fait peur, c'est de voir le dispositif de sécurité, voilà, et puis de voir 2-3 abrutis, 2-3 au départ, et puis ils sont un peu plus à la fin, mais qui profitent du mouvement pour casser, pour faire les cons. Tu te dis, ouais, ça fait peur un petit peu. Alors on reste en retrait, on est voilà. Mais moi j'avais mon confrère de France Bleu qui part le matin. Et, il dit moi j'ai le masque à oxygène, le brassard presse, le casque et 2 gardes du corps. Je dis mais vieux, moi je suis tout seul quoi. Alors il y a mon directeur qui me fait fais gaffe, hein. Putain, mais ça va aller quand même, tu vois. Mais oui, au moment je lui dis quand même qu'est-ce qui va se passer, et puis après, au moment où ça commence à dégénérer, de toute façon, je dis moi j'ai ce qu'il me faut pour faire un reportage, j'ai pas besoin de plus. Et puis les dégradations, moi, je m'en fous, j'ai pas envie de le montrer. Et quand je rentre au studio, au bureau, je commence à faire le montage, j'allume BFM. Toutes les images sont braquées sur Bourges, où c'est en feu, où on jette des barrières, on met le feu à des bagnoles, à des poubelles, machin, etc. Donc forcément, les gens, ils ne retiennent que ça de l'image. Donc cette défiance, elle vient aussi de la manière dont on fait de l'information. Clairement, les chaînes d'infos en continu, quand il y en avait une, ça marchait à peu près. Quand il y en a plein, maintenant, non, ça va plus. Oui, quelque part, oui. Nous, moi, c'est ce que je dis souvent, j'aime bien qu'on fasse du positif. Pourquoi ? Parce qu'on voit suffisamment de négatifs sur les autres chaînes de télé. Montrons du positif, quoi. Montrons que dans ce territoire, il y a des gens super. Montrons qu'il y a des belles initiatives. Alors, sans tomber dans la démagogie, évidemment. Mais quand on peut le faire, faut pas s'en priver, quoi. Donc, alors pour revenir à la question de base sur Internet et les réseaux sociaux, j'ai pas d'explication. C'est difficile. Ça sert à rien d'enfoncer des portes ouvertes en disant arrêtez de vous soutenir. Mais ouais, c'est un phénomène qui, je dis pas qu'il peut être inquiétant. On aura toujours besoin des médias traditionnels, mais quelque part, je pense que la profession, ça peut être une occasion de se remettre en cause ou en question, du coup, pas en cause, mais en question. Est-ce que tu continues à apprendre des choses, toi ? Tous les jours. Oui, sur le métier, là, il me manque une vraie formation, justement, d'écriture réseaux sociaux. On n'est pas assez réactifs, nous ici. On a eu des jeunes qui sont venus en stage, qui nous ont nourri nos réseaux sociaux, mais ils nous ont pas appris. Et en fait, alors c'est réseaux sociaux et Internet, mais site Internet, je veux dire, il y a une façon d'écrire réseaux sociaux qui est bien particulière. C'est une technique spécifique. Aujourd'hui, ils sont enseignés dans les écoles de journalisme. Ils travaillent là-dessus. Nous, on l'a pas eu il y a 25 ans, évidemment. Aujourd'hui, c'est des stages, des modules complémentaires. Donc ça me manque. Je voudrais le faire parce que effectivement, on se doit d'avoir une réactivité aujourd'hui, absolument. Donc on fait notre reportage télé, mais il faut aussi... on est tout seul en plus sur le terrain. Nous, on a la caméra, le micro, le trépied, le carnet de notes, on prend le dossier de presse, etc. Donc déjà, c'est assez particulier. Et en plus, il faut avoir le téléphone pour faire du live, pour faire voilà. Donc techniquement, c'est pas facile, mais on doit savoir le faire. Ça me manque en termes de formation. On voit que tu es hyper occupé. Je fais beaucoup de bénévolat aussi. Je fais beaucoup de choses à côté aussi. Ouais. Est-ce que tu as des trucs quand même pour déconnecter un peu ? Justement, ce que je fais en bénévolat à côté, je fais partie de la jeune chambre économique. Alors, qui dit jeune chambre, normalement, ça s'arrête à 40 ans, donc j'ai dépassé l'âge, mais j'ai eu le privilège d'être nommé membre à vie. Ça s'appelle sénateur de la jeune chambre. T'es jeune dans la tête. Toujours jeune dans la tête, évidemment. Qui est pour moi, l'un des plus beaux mouvements au monde. Voilà, c'est hashtag incubateur de leaders citoyens. Venez découvrir la jeune chambre, c'est juste magique. Moi, ça m'a métamorphosé. J'ai un de mes meilleurs amis, ça l'a complètement métamorphosé aussi. Beaucoup de gens vous diront que s'il n'y avait pas eu la jeune chambre, ils ne seraient pas aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Demandez
demande ça au maire de Châteauroux, il sera le premier à te le dire. Donc ouais, c'est un super bon mouvement et en fait c'est une bulle d'oxygène pour moi. Même si c'est du boulot, parce que là je suis formateur aussi pour eux, je suis toujours sollicité pour travailler sur les trucs, mais en même temps c'est du boulot, mais c'est une bulle d'oxygène. Donc j'ai besoin de ça. Ma famille est une bulle d'oxygène. Ma vie privée aussi, j'ai une vie sociale qui est quand même assez active. J'ai une vraie chance, c'est d'avoir la capacité à déconnecter hyper rapidement. J'ai poussé la porte d'un endroit qui n'est pas à Châteauroux, ailleurs, chez des amis ou en famille, et en général, j'arrive à déconnecter assez facilement. En général, je dors très très bien la nuit. J'ai aucun souci là-dessus. Ouais. Okay. Ça, c'est un vrai privilège. Hein. Ouais, non, peut-être que ça durera pas avec l'âge, je sais pas, mais... Un peu de sport j'aimerais bien. Mais déjà, il faut que j'arrête de fumer. Et en fait, tu sais, c'est toujours le cercle. Il faut que je fasse du sport, mais il faut que j'arrête de fumer, ou il faut que j'arrête de fumer et je fais du sport. J'ai fait du basket, j'ai fait du baseball, j'ai fait du skateboard, j'ai fait... voilà, là, je voudrais reprendre le squash. Voilà. Donc c'est pareil, t'es un peu curieux aussi sur les sports. Ouais, par contre, courir tout seul... j'ai pas encore trouvé l'intérêt, tu vois, j'ai pas encore trouvé le truc. Voilà, les sports co, non, ça m'attire pas du tout. Peut-être parce que c'est des contraintes d'entraînement, de matchs, de déplacement, de choses comme ça. Après, le sport où c'est aussi un moment de convivialité avec des copains, oui, tu vois, ce serait plus là-dedans que je m'orienterais plus, quoi. D'accord. Et toi qui es journaliste et qui dois être hyper connecté, quel est le rapport que tu as avec ton téléphone ? C'est l'outil, je dirais presque que c'est l'outil de base, quoi. Parce qu'en fait, on a des alertes. Tu sais, moi je suis alerte, évidemment, La Nouvelle République, alerte France Bleu, parce que c'est normal, c'est nos premiers réseaux. Quand tu dis j'arrive à te déconnecter, tu vois, de passant d'une porte à une autre, est-ce que ton téléphone, il te ramène pas rapidement ? Des fois si, mais des fois non. C'est-à-dire que, par exemple, le week-end dernier, j'ai fait un vrai break, c'est-à-dire que j'ai le téléphone, j'avais plein de trucs, j'étais hyper sollicité, des coups de fil, des messages de toutes sortes, hein, du boulot, et j'ai fait un week-end off, c'est-à-dire que en fait, j'ai décidé de ne prendre connaissance réellement des messages que le lundi. Voilà, je voulais faire un week-end, j'ai essayé, ça fonctionne très très bien. Est-ce que tu as des défauts ? Plein. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as des défauts qui ont joué en ta défaveur dans ta vie professionnelle ? La mémoire, j'en parlais tout à l'heure. Ouais. Et le fait d'être relativement impatient aussi. Quand je dis impatient, c'est qu'on a... Dans notre métier, on est obligé d'être hyper réactif le plus possible. Et parfois, on a besoin d'avoir des réponses, on a besoin d'avoir des éléments, et en fait, c'est une espèce de défaut qui se construit avec le temps, quoi. On devient impatient, en fait. Vincent, pour finir, j'ai quelques petites dernières questions rapides. Donc tu fais comme tu veux, tu réponds rapidement ou plus longuement. Hein, tu fais comme chez toi. D'ailleurs, on est chez toi. Quel est le plus grand échec que tu as eu et qu'est-ce que ça t'a appris ? Le plus grand échec, je crois que c'est de ne pas avoir suivi le cursus professionnel qui m'était destiné ou qui s'était dessiné au départ. J'étais plutôt bon élève, et tu fais ta formation et tu te dis voilà, j'ai un rêve, c'est de présenter un jour le journal de 19h de France Inter. Et puis les circonstances de la vie font que donc ça a été une remise en question parce que après j'aurais très bien pu, puisque Radio France m'a proposé de faire le tour de France, d'intégrer le planning, mais je venais de changer de vie, de quitter Poitiers pour venir m'installer à Châteauroux, et puis j'ai choisi la solution de facilité, j'ai pas rechangé de vie derrière, et pour moi ça a été pendant très longtemps je l'ai considéré comme un échec. Et puis ce que ça m'a appris, c'est qu'aujourd'hui, je ne connaîtrais pas des gens merveilleux que j'ai rencontrés à Châteauroux, enfin dans l'Indre, dans le Berry globalement, même ailleurs, partout en France. J'aurais peut-être pas intégré la Jeune Chambre économique, j'aurais peut-être pas... Donc en fait, j'ai appris avec le temps, mais ça c'est la maturité qui fait que faut jamais rien regretter dans la vie, évidemment. Maintenant, c'est un peu ce que j'essaye de dire aux gens, jamais ne regretter, parce que tout ça sert et est utile forcément à se renforcer son caractère, sa personnalité, sa vie, l'expérience de vie. Tout ça, ça forge une personnalité. Donc oui, quelque part, ça m'a orienté aussi sur autre chose. Et aujourd'hui, je me dis, si demain, on me disait, quelqu'un qui m'appelait puis qui me dit, voilà, on t'embauche, je sais pas, à France Inter, et tu viens présenter le 19h. Je me dis, est-ce que
est-ce que clairement j'aurai les compétences ? Parce qu'en télé locale, on ne travaille pas de la même manière qu'au niveau national. Le modèle Radio France est un modèle à part entière d'information. Est-ce qu'aujourd'hui, je l'ai toujours ? Est-ce que je serais incapable de... Et puis, est-ce que demain, à mon âge, je refais, entre guillemets, tout mon réseau, ou etc. Donc, en fait, j'ai presque plus l'appréhension de revenir à ce premier rêve. Voilà. Je pense que ça a été, pour moi, un des plus grands échecs. Après, des échecs, il y en a eu plein. Puis, il y en aura d'autres, certainement. Mais, Ok. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, toi ? Il y a 2 livres qui ont des styles complètement différents. C'est le livre d'Alain Duhamel qui raconte ses aventures, toute sa vie politique, sa vie professionnelle politique, depuis les premiers débats. C'est passionnant. Enfin voilà, ça m'a vraiment marqué. Et puis curieusement, c'est pas le dernier, mais l'avant-dernier livre de Patricia Daré il s'appelle Il y a quelqu'un dans la maison. Elle est venue en parler en plateau. Waouh. J'ai dit tiens, bon, pourquoi pas, alors on y croit pas, voilà. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'il m'ait laissé insensible, ce bouquin. C'est l'histoire de lieux dans lesquels vivent toujours des esprits, quoi. Et elle explique qu'elle rentre en contact avec ces esprits-là dans la maison, dans le lieu, alors ou pas, ça peut se faire à distance, mais voilà. Et elle essaye de comprendre qui sont ces gens, qui sont ces personnes qui sont toujours là, qui sont ces esprits, pourquoi ils sont là, et qu'en fait ils ont besoin d'être rassurés, libérés pour partir, etc. Bon, après, je te dis, on n'y croit pas. Je ne veux pas prendre ma position, mais en tout cas, la manière dont c'est raconté, la manière dont c'est expliqué, puis bon, voilà, à titre perso, j'aime beaucoup Patricia. Enfin voilà, on se voit aussi régulièrement. Voilà, c'est un des livres qui m'a marqué, ouais. Parce que je suis assez, alors comme je te dis, je suis curieux, mais dans cette côté un peu perplexe de qu'est-ce qu'il y a après. Tu sais, le côté, ok, il y a les étoiles, mais après. Et encore après, tu sais, les fameux infiniment grands, infiniment petits, et sinon, et encore après, qu'est-ce qu'il y a et là, c'est pareil. On est toujours, voilà. Bon, je cache pas, j'ai été éduqué dans une famille chrétienne, catholique, donc on apprend des choses, voilà. Mais après, c'est la sensibilité. On y croit pas, ou enfin voilà. Mais ouais, voilà. Bon, les 2 bouquins qui m'ont marqué récemment, les derniers, ouais. D'accord. Et dernière question. Quel est, d'après toi, l'endroit que tu préfères dans le Berry ? Ah, petit coin de paradis. Ouais. Il y en a 2. Il y en a 2. Donc, direction le sud, lac des Gusons. Ma belle famille a le privilège d'avoir un petit pied-à-terre là-bas. Et donc, c'est un vrai petit coin de paradis. J'adore l'eau. Et le deuxième coin, c'est aussi de l'eau. C'est l'observatoire de l'étang Foucault, en pleine Brenne. C'est un observatoire, c'est des lieux hyper reposants. Ça m'arrive l'été de dire rien de prévu aujourd'hui, je prends une caméra, j'y vais. Et là, je passe un temps où t'es bien, t'as personne, t'as pas un bruit. Et pourquoi tu prends une caméra ? Pour essayer maximum de faire des belles images, de revenir, de pas y partir pour rien, quoi. Ah ouais. Ouais. C'est drôle, ça. Je suis pas allé me promener tout seul. Me ressourcer, c'est un peu compliqué, en fait. Il faut toujours de l'animation du monde autour de moi ou un but. Le but de me dire, je vais me ressourcer tout seul, je vais aller dans un endroit, m'isoler, machin. J'ai essayé plusieurs fois, ça marche pas, ça me gave au bout d'un moment. Il faut que je... C'est surprenant, ça. Ouais. je me dis que je me ressource la nuit quand je dors. Je suis tout seul à dormir, voilà. Mais enfin, je suis tout seul dans ma tête, on va dire, mais. Et tu vois, moi, pour aller me balader, je n'aurais pas l'idée de prendre une caméra, tu vois. Ouais. Peut-être que le sport pourrait, par exemple, si demain je me mettais à faire de la course, à courir un peu, m'entretenir, là, tu es tout seul. Alors, tu peux être avec plusieurs personnes, mais c'est peut-être ces moments-là où tu as besoin où ça peut être un moment de ressourcement. Mais en fait, je prends, voilà, je saisis toutes les opportunités qui s'offrent à moi, je dis rarement non, et donc voilà, je trouve pas le temps, et je prends pas le temps finalement de me dire j'ai besoin de me ressourcer à un moment donné. Je suis fatigué, je dois le dire, en cette fin d'année 2021, c'est certainement un peu dû à l'âge, et qu'il va falloir que je change que je calme le rythme l'année prochaine, parce que sinon je vais pas tenir, quoi. Okay. C'est un peu ça. On verra ça l'année prochaine. Alors. Ouais, on verra ça l'année prochaine, on se voit dans un an. Merci Vincent. Merci beaucoup Stéphane, c'était un vrai plaisir. Moi aussi, c'était un plaisir. À plus tard. À bientôt. Salut.
Hello, j'espère que cette conversation avec Vincent vous aura plu. Il ne reste plus qu'à le retrouver sur l'antenne de Bip TV. Je mets tous les liens évoqués lors de l'épisode sur la page Facebook de Goodberry Podcast. Je le répète et je sais que c'est un peu pénible, mais le fait que vous partagiez le post, ne serait-ce qu'une fois, c'est gagné pour la notoriété du podcast, qui, je vous le rappelle, est totalement gratuit. Je reste aussi à l'écoute de vos idées d'invités et je vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirez-vous.